Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue encore pour cette nouvelle émission Parlons laïcité, émission que vous connaissez qui se réunit tous les premiers jeudis de chaque mois de 17h à 19h à Ivry-Courcouronnes. Nous sommes retournés dans notre local du réseau d'échange réciproque de savoir aux Pyramides et on va vous dire même c'est pour la dernière fois parce qu'on va bientôt déménager et on sera dans un local pas très loin, à 50 mètres, mais qui sera plus beau, plus grand et donc ça sera plus tard, on en reparlera à l'occasion. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir le retour tant attendu de Alain. Bonjour Alain. Bonjour à toutes et tous. Alors tu nous as manqué, on sait que Merci. Tu es là, c'est ce qu'il faut. Il va bien sûr animer la première séquence de cette émission. Thématique d'aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 avril au moment où on enregistre cette émission, laïcité et mouvement LGBT. Et on a un invité, le président de l'association Fierté Citoyenne, Arnaud Abel. Bonjour Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, bonjour à toi, bienvenue et merci d'être là. On a bien sûr toujours Agnès et Sébastien qui sont derrière les manettes et qui vont, grâce à eux, ils sont toujours très silencieux, mais ils préparent cette émission de manière extraordinaire. Et comme à l'accoutumée, notre Jean-Cri qui fera les dessins et les caricatures pendant toute l'émission. Et puis bien sûr que nous pourrons voir lors de la deuxième partie de l'émission. Pour le moment, je laisse la parole à Alain et amusez-vous bien. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Arnaud, bonjour, rebonjour. Rebonjour. Allez, passage obligé. Vous êtes qui, Arnaud? Et vous représentez donc Fierté Citoyenne. C'est quoi Fierté Citoyenne? Alors, en quelques mots, qui je suis? Arnaud Abel, donc je suis le président de Fierté Citoyenne. Fierté Citoyenne, c'est une petite association, puisqu'elle a 1 an d'existence, une association LGBT, donc une association qui appartient à la famille des associations, des organisations qui luttent pour le droit des personnes lesbiennes, gays, bi, trans, et qui aide, qui accompagne, qui prévient les violences qui sont réalisées à l'encontre de ces personnes. On est une petite association, mais notre spécificité, c'est en fait de porter les valeurs universalistes, les valeurs de la République et bien sûr la laïcité au cœur même du militantisme LGBT. Ça nous semblait très important de mener ce combat. Nous essayons de monter en place le corpus idéologique de notre association qui va normalement nous permettre de nous faire connaître au plus grand nombre, bien sûr, mais surtout de porter donc ces valeurs que j'ai décrites et recréer du lien, dépassionner les débats surtout, ou les interrogations sur les questions d'orientation affective et sexuelle et d'identité de genre. Nous voulons nous réapproprier la parole militante au profit d'une approche universaliste et engager une démarche de réconciliation autour des questions LGBT. Même si certains sujets peuvent être clivants, comme la gestation pour autrui, on pourra définir plus spécifiquement de quoi il s'agit, ou l'accompagnement des mineurs dans un parcours de transition de genre, là aussi, pour des non-initiés, ça peut être intéressant de savoir de quoi on parle. C'est des sujets qui peuvent paraître abscons ou techniques dans le regard du plus grand public, mais ce sont quand même des sujets importants pour l'ensemble des personnes qui sont plus ou moins au fait des sujets LGBT, et il y a des vraies demandes et des vrais débats qui s'expriment autour de ces questions. Et bien entendu, nous voulons réhabiliter toutes nos valeurs communes au sein de ces mouvements progressistes, et en particulier donc la laïcité.
c'est un débat très actuel. La France se situe comment et quelle est son histoire? Y a-t-il une histoire particulière de la France par rapport à ces mouvements? Oui, bien sûr. Alors les mouvements LGBT historiquement, les mouvements homosexuels, donc on parlait juste d'homosexualité, ont émergé à la fin des années 60, à la suite des émeutes de Stonewall. Ce Stonewall à New York, c'est un petit bar en fait où la communauté homosexuelle, trans de l'époque avait l'habitude de se retrouver. Alors c'était pas spécialement autorisé, mais on ne les embêtait pas jusqu'au jour où la police a fait une descente, et c'était certainement la descente de trop. Il y a eu des contestations, il y a eu des émeutes pendant plusieurs jours, et ça a sonné en fait le point de départ de l'émergence, de l'affirmation des mouvements homosexuels contre la répression qu'ils subissaient depuis si longtemps. En France, on peut mentionner la création dès la fin des années 50 d'un journal qui s'est appelé Arcadie. Alors Arcadie, ça réunissait surtout des personnes très bien insérées, d'un haut standing culturel et social. Donc c'était une élite en fait qui quelque part ne voulait pas bousculer trop les habitudes, mais quand même essayer de montrer la vie d'un homosexuel, des homosexuels de la meilleure des façons pour commencer à s'intégrer dans la société. Et puis avec la fin des années 60 et les années 70, on a eu des mouvements un peu plus contestataires qui se rattachaient finalement à tous ces groupuscules extrémistes qui souhaitaient complètement bousculer la société. Et donc il y a le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, le phare, qui a été créé en 71 et qui s'est illustré en perturbant une émission radiophonique, une autre, mais qui était un peu différente, puisque le thème c'était l'homosexualité, ce douloureux problème. Donc autant dire que aujourd'hui ça paraît totalement hallucinant, mais à l'époque on voyait les gens homosexuels comme des gens au mieux tristes, déprimés et complètement paumés. Voilà. Et donc à partir de là, effectivement, les mouvements se sont constitués. La première Gay Pride française a eu lieu le 4 avril 81, avant l'élection du président Mitterrand. Ça réunissait que 10 000 personnes à l'époque, donc c'était un petit mouvement. Et c'est vraiment à partir des années 80 que le militantisme homosexuel va adopter une approche plus fédérative, d'intégration, d'inclusion. Et donc là, je vais vite, mais dans les années 80, il y a évidemment 90, il va y avoir le sida qui va complètement bouleverser la communauté ou les communautés homosexuelles. Et donc là encore, ça va également accélérer d'une certaine manière la constitution d'une communauté LGBT. Et puis c'est à la fin des années 90, avec la reconnaissance progressive des droits, la nécessité de reconnaître toute la diversité des parcours et du vécu des minorités sexuelles et de genre, que véritablement les fondations d'une communauté, d'un mouvement LGBT vont être posées à ce moment-là. 82 aussi, la dépénalisation. Avant, c'était un délit d'être homosexuel. Absolument, absolument. Alors ça, effectivement, du coup, là, on est effectivement sur la conquête des droits. La conquête des droits a commencé effectivement à ce moment-là, mais il a fallu quand même du temps pour
c'était le point de départ effectivement pour tout un mouvement qui du coup a commencé par là. C'était effectivement le moment comment dire le moment charnière dans l'histoire. Et après effectivement on se rend compte que mais ça on va revenir peut-être au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, que le mouvement de conquête des droits des personnes LGBT est émaillé finalement de combats plus laïques, puisque les ennemis héréditaires d'une certaine manière des personnes LGBT, ce sont bien les religions, et les religions monothéistes, voilà, j'avais un petit doute, en particulier. Pour revenir peut-être sur ce que signifie LGBT, peut-être si ça vous intéresse. Avant de rentrer, voilà, je pense qu'il est intéressant de bien poser les termes du sujet, parce que je ne sais pas qui nous écoute, mais il est toujours utile de rappeler un petit peu de quoi il s'agit, surtout quand, comme nous avons à cœur d'une intégration, de s'adresser au plus grand nombre, et ne pas faire appel à des aspects trop victimaires ou identitaires. On est vraiment là pour expliquer ce que recouvrent tous ces mouvements, avec parfois leurs excès, que nous-mêmes nous condamnons, parce qu'effectivement on se rend compte que ça peut être aussi des combats qui sont instrumentalisés. Et donc LGBT, c'est ce que nous retenons, mais vous avez peut-être entendu parler de LGBTQIA+, voire LGBTQIAAP, enfin ce sont toute une succession de lettres qui peuvent paraître très curieuses et qui en fait font résonance à ce que je disais précédemment, à savoir on est rentré dans une ère où on affirme de plus en plus nos différences, nos identités, et fatalement ça se retrouve dans une galaxie aussi éclatée que peuvent l'être le champ des minorités sexuelles et minorités de genre, et ça c'est une évolution qu'on regarde. C'est plutôt anecdotique à notre sens, c'est-à-dire que c'est révélateur de quelque chose, mais on n'en fait pas un casus belli ou un combat. C'est-à-dire que si quelqu'un nous dit LGBTQIA+, on le laissera dire ce qu'il a à dire. D'ailleurs, c'est notre tradition un peu libérale. On n'est pas là pour donner des leçons. En revanche, nous, on se contentera de LGBT ou LGBT+. Ça nous suffit amplement, et on évite de perdre tout le monde avec ces histoires. Voilà, c'était juste un petit, une petite parenthèse. La différence entre la sexualité et le genre ? Oui, vous faites bien de demander. Ça va pas forcément de soi. Alors la sexualité, donc on parle bien dans LGBT de lesbiennes, gays, bi, donc des personnes homosexuelles ou bisexuelles. Donc il s'agit d'une orientation affective ou sexuelle, donc de personnes qui sont attirées par d'autres personnes de même sexe, ou avec lesquelles elles souhaitent alors avoir une relation comme tout le monde, très simple, d'un jour ou d'une vie, voilà. Et puis donc derrière tout ça, il y a évidemment plein de chapelles, et on peut imaginer plein de spécificités, mais ça on n'est pas obligé de rentrer dans un détail. Et puis pour ce qui est du genre, effectivement, le T, donc c'est les personnes transgenres, c'est un sujet qui est apparu plus récemment finalement dans l'histoire de ces mouvements, même si des personnes trans ont toujours existé en vérité. Il s'agit de cette de la situation de personnes qui ne souhaitent changer de genre. On dit plus changer de sexe, on parle de transgenre, puisque l'idée n'est pas de changer de sexe biologique, puisque c'est impossible. En revanche, certaines personnes se sentent mieux dans le genre qui ne leur a pas, on dit assigné, qui ne leur a pas été assigné à la naissance, c'est-à-dire le genre de naissance qui leur a été reconnu. C'est-à-dire que si un jeune garçon né garçon parce que par la force des choses, sa biologie nous conduit fatalement
à le catégoriser ainsi. S'il souhaite devenir une femme, voilà, c'est ce phénomène qui est décrit et qui fait partie de ces considérations que l'on prend en compte aujourd'hui et qui sont parfois difficiles à expliquer parce que ça semble pas intuitif et c'est des sujets malheureusement qui sont un peu instrumentalisés à la fois par des gens qui en font une peur panique. Mon Dieu, on veut changer le sexe de nos enfants. Et puis d'un autre côté, un microcosme militant qui ne prend pas la peine, le temps d'expliquer un peu les choses et qui parfois utilise aussi ce combat à des fins partisanes ou idéologiques qui n'ont rien à voir avec la cause qu'ils défendent. Okay. On va peut-être faire le lien avec la laïcité, parce que c'est vrai que c'était un peu l'idée au départ. Donc la laïcité, bon, je vous ferai pas l'insulte, vous dire de quoi il s'agit. Moi, en tant que juriste, ce que je retiens, c'est parce que je vous ai pas dit, mais voilà, j'ai une formation de juriste à la base, et maintenant je travaille au ministère de la Justice. Mais pas sur des questions de justice, plutôt sur des questions financières et budgétaires. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et donc, en tant que juriste, moi, je retiens que la laïcité est mentionnée à l'article 1er de la Constitution, que ce n'est quand même pas rien, et que évidemment, le texte fondateur, c'est bien sûr la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905, qui garantit la liberté de conscience, ce qui signifie le droit de croire ou de ne pas croire. Alors, pourquoi établir un lien entre mouvement LGBT et la laïcité ? C'est pas moi qui ai eu l'idée de cette émission, mais ça fait partie évidemment de l'identité même de notre association. Donc, j'ai un petit avis quand même sur la question. Donc, d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que l'homosexualité ou la transidentité ne sont pas des croyances. On ne choisit pas de devenir gay, lesbienne, ou de la même manière qu'on ne choisit pas l'attirance qu'on peut avoir pour quelqu'un du même sexe. On ne choisit pas, mais on ne peut que choisir de l'assumer et donc de vivre conformément à ce que l'on est. En revanche, il existe des croyances hostiles à l'homosexualité et à la transidentité. Qui sont liées la plupart du temps à des religions monothéistes. Absolument, exactement. On peut affirmer que donc la laïcité est une alliée précieuse des personnes LGBT, car elle protège contre des dogmes archaïques, rétrogrades, et même si force est de constater, faut reconnaître que tous les fidèles, heureusement, n'y adhèrent pas. Malgré ça, ce sont des tendances lourdes qui se retrouvent d'ailleurs dans des études d'opinion. Je pense notamment à un des derniers sondages que j'ai en tête qui concernait donc l'homosexualité, la reconnaissance du fait homosexuel dans la classe politique, et on demandait aux gens s'ils étaient prêts à voter pour un président de la République ouvertement homosexuel. Je crois que pour 70% des gens à peu près, c'était pas un problème aujourd'hui. Alors qu'il y a peut-être 30 ou 40 ans, c'était l'inverse. Il n'y avait que 20 ou 30 personnes, 30% des gens pour qui ça posait pas de problème. Donc on se rend compte qu'il y a une évolution quand même très importante de la société, formidable en quelques années, nous on le reconnaît, et à chaque fois on s'émerveille quand même de la vitesse à laquelle les choses se passent, mais ça se passe comme ça en France. Ça se passe pas comme ça dans tous les pays du monde, et donc on a la chance d'avoir quand même un état de droit fondé sur des principes forts qui assurent notre cadre commun et qui nous permet de progresser, parce qu'on a progressé tout du long de cette période. On n'est pas revenu en arrière, mais rien n'est acquis, et donc c'est pour ça que nous on est là avec d'autres, et on est très très vigilants. Et donc effectivement, ces religions monothéistes, principalement, ont un regard
qui est quand même plutôt négatif vis-à-vis du fait homosexuel, même si c'est un peu atténué, même si on a des circonvolutions qui font que on accepte, alors on condamne l'acte, mais voilà, les personnes évidemment sont pardonnées. Enfin, je dis les choses un peu comme ça parce que je suis pas un spécialiste. Donc je veux pas rentrer dans une forme d'exégèse parce que c'est pas du tout mon rôle, ni dans les débats qui traversent les religions parce qu'il doit y en avoir. Mais quand même, il y a un regard réprobateur et accusateur qui est très souvent très souvent généré par le fait religieux. Alors on pourrait pas passer toute l'émission à passer en revue les évolutions des différents cultes et des différentes églises sur l'homosexualité. Mais quand même, l'essentiel, c'est que les textes sacrés parlent d'abomination, de turpitude. Et si dans le monde, en général, on se rend compte que l'homosexualité est parfois condamnée à mort, eh ben, c'est systématiquement dans des États qui sont soumis à des principes et à des dogmes religieux. Voilà. Donc, l'émancipation des personnes homosexuelles et donc la reconnaissance de leurs droits s'inscrit dans un processus laïque, c'est en tout cas très clair en France. C'est particulièrement visible, donc on le disait tout à l'heure, lors des grandes étapes qui ont marqué la conquête des droits. Donc en 1982, donc c'est ce qu'on disait, c'est la dépénalisation de l'homosexualité. En vérité, il s'agit de redescendre en fait la majorité sexuelle de 18 à 15 ans, puisqu'il y avait une discrimination. On pouvait avoir une relation sexuelle, hétérosexuelle à 15 ans, mais les homosexuels devaient attendre 18 ans pour avoir ce droit. Donc on a mis fin à cette discrimination. Et à l'époque, évidemment, on a eu plein de réactions outrées, puisqu'on se rendait compte qu'on passait à un stade de normalisation de l'homosexualité. Et j'ai noté que un évêque, Monseigneur Léon Arthur Échinger, je ne sais pas s'il est toujours parmi nous, avait dit que l'homosexualité pour lui était une infirmité, pour ne pas dire une maladie, j'imagine. Par la suite, le Pax, en 1999, donc c'est pas si vieux, hein, c'était il y a 25 ans. Alors je rappelle qu'il ne s'adresse pas qu'aux couples de même sexe, puisque par souci d'égalité, on a permis évidemment aux couples hétérosexuels de pouvoir se paxer, et ça tellement bien marché d'ailleurs que la grande majorité des couples paxés aujourd'hui sont hétérosexuels. Et je crois qu'il y a autant de paxés que de mariés aujourd'hui. Enfin, c'est une loi qui a connu un succès retentissant. Mais à l'époque, ça n'allait pas de soi, puisqu'il y a eu une opposition quand même assez ferme et assez virulente, qui était notamment incarnée par Christine Boutin, chère Christine, qui avait quand même brandi la Bible au milieu de l'hémicycle, hein, faut se le rappeler. Donc elle n'avait peur de rien. En préparant cette émission, je suis tombé sur un site catholique qui existe toujours, et la page existe toujours, qui parlait d'une loi inutile et dangereuse. Et à l'époque, donc en 99, il y a 25 ans, toutes les religions, les 4 principales religions monothéiques se sont réunies à la manifestation monstre contre le Pax. Donc c'était intéressant. J'ai noté d'ailleurs dans un article du Monde de l'époque, propos du président des associations familiales protestantes, parce que même les protestants étaient dans la boucle, donc qui avait choisi de se rapprocher de la droite, et qui disait les musulmans de Mantes-la-Jolie iront manifester avec les jeunes catholiques versaillaises en soquettes blanches. C'est presque une métaphore biblique. Voilà. Eh bien, écoutez, malgré ça, la loi est passée la conquête des droits a continué jusqu'en 2013 avec l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe.
là, il s'est passé quelque chose. C'est le dernier grand combat finalement pour les personnes de même sexe, les personnes homosexuelles. C'est la loi qui finalement va achever de les reconnaître comme étant des citoyens à part entière. Donc des personnes qui se voient reconnaître le droit de fonder une famille, de se marier aux yeux de la République. Donc ça, évidemment, ça devait provoquer l'ire de nos chers réactionnaires teintés, imbibés de religion. Et donc, c'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, et on se souvient toutes et tous, à quel point la réaction a été stupéfiante avec ces cortège de la manif pour tous qui a réuni des dizaines et des dizaines de milliers de personnes de toute la France. On a frété des cars pour venir à la capitale pour s'opposer à cette régression. Pour l'occasion, les éléments les pires sont sortis de leur marécage, comme Civitas, qui est maintenant, je crois, a été interdite, oui, il me semble. Et oui, donc on parlait de PD au bûcher, enfin très clairement, on était vraiment là-dessus, avec des débats dans l'hémicycle qui était une honte totale dans les bancs de la droite de l'époque, qui s'est décrédibilisé à mes yeux durablement. On a eu quelques personnes qui sont sorties du lot et qui se sont désolidarisées des propos de leurs collègues, mais on a entendu des trucs ignobles. Bientôt on mariera avec des animaux. On a eu un déferlement de la haine anti-homosexuelle qui nous a tous marqués. Moi-même qui est un militant très récent, finalement. Je suis un jeune militant. Avant de créer Fierté Citoyenne, je n'appartenais à aucune organisation en particulier. Et je regardais les choses plutôt de ma fenêtre, avec une certaine bienveillance, quand ça me semblait aller dans le bon sens. Mais il y a 10 ans, quand on a vu à quel point toute cette haine s'est complètement décomplexée, s'est répandue dans les médias, dans les rues de France, on s'est dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Rien n'est acquis. Il va falloir quand même se battre pour s'assurer que nos droits seront respectés et que nous serons enfin reconnus comme il se doit. Et donc la religion, elle est toujours là, et même si on a essayé de fermer le robinet et puis de serrer les vis, et ben malgré tout, alors, les personnes les plus exposées, donc en particulier celles qui sont dans des milieux, alors, personne n'est à l'abri, hein, vous pouvez avoir des homosexuels dans toutes les sphères de la société, y compris dans les familles de grenouilles de bénitier. Et ces pauvres gens-là, ils souffrent. La plupart du temps, ils souffrent parce que on essaye de réfréner leurs pulsions et parfois, on est tenté de faire appel. Alors, peut-être pas un exorciste, mais encore que ça peut se produire, mais à des espèces de stages, des choses comme ça qui vont leur permettre, on le dit pas très clairement, mais de guérir leur homosexualité. Sauf que y a rien à guérir et qu'il était plus que temps, lorsqu'on a décidé de faire cette dernière loi récemment, c'était en janvier 2022, d'interdire les thérapies de conversion. Et oui, pendant très longtemps. Alors évidemment, c'était caché, on n'en faisait pas forcément la publicité, mais on organisait. Alors c'est valable pour les catholiques, mais aussi chez les musulmans et certainement chez les juifs. Il y avait certainement dans tous les groupes un peu intégristes une propension à trouver le prêtre, le rabbin ou l'imam qui accepterait de prendre sous sa coupe la jeune brebis égarée et de lui rappeler un petit peu quel est le bon chemin à emprunter.
Et donc voilà. Et donc ça c'est assez récent et ça nous a permis quand même d'avancer pour réprimer tous ces actes qui créent encore plus finalement de malheur et de dépression, parce qu'effectivement on sait très bien qu'il est impossible de réfréner ce qu'on est au fond de soi. Est-ce qu'on peut être homosexuel et adepte d'une religion qui voit dans l'acte homosexuel au mieux un péché? C'est une bonne question. Pour ma part, j'ai un peu de mal. Même si, alors, petit focus sur la situation de la situation de ma petite personne. Donc moi j'ai été élevé dans une famille assez intéressante, puisque d'une part j'avais une mère qui m'a amené à l'église très tôt, et donc j'ai suivi des cours, voilà, j'étais dans un bahut catholique, jésuite, et j'ai eu une éducation religieuse assez tôt. Et à côté de ça, j'avais un père qui lui était totalement athée, agnostique, enfin je sais pas, il s'en foutait en fait, en gros, pour tout dire, et il laissait ma mère faire ses petites affaires et aller à la messe le dimanche. Ça l'arrange très bien en fait, je pense. Mais notre mère nous a pas fait un prosélytisme débordant. Malgré tout, j'ai senti très vite que j'allais pas m'épanouir dans cette voie-là, et je pense que mon orientation sexuelle a été très importante dans ma conversion laïque. C'est-à-dire que je sentais bien qu'il y a un truc qui n'allait pas, que je n'étais pas accepté comme je devais l'être, avant même que moi-même j'assume d'être qui je suis. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais en tout cas voilà, c'est un peu ce cheminement-là qui a été le mien, mais je n'en veux pas spécialement à qui que ce soit, à la religion en particulier, parce que je sais qu'il y a des gens bien aussi, voilà, mais c'est face au dogme, à l'idéologie que constitue finalement la religion, et puis aux aspects plus politiques liés à l'Église, qui est une construction humaine, que finalement je me pose plutôt en résistance. Bon. Voilà, tout ça pour dire qu'il existe quand même des homosexuels qui assument parfaitement leur identité, leur orientation, et pour autant ils veulent pas décrocher la religion, et pour eux c'est important aussi de rester en contact, et ils ont une foi qu'ils souhaitent vivre pleinement. Moi, je considère qu'il ne m'appartient pas de juger. Voilà, chacun est libre de concilier ce qui peut apparaître à première vue contradictoire, et sans rentrer dans une forme d'œcuménisme, faut quand même qu'on puisse écouter les concernés, et il existe aujourd'hui des collectifs dans lesquels les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles ou transgenres affirment qu'il est possible de conjuguer ces deux aspects. Je peux juste peut-être parler rapidement. Donc il y a une vieille association qui s'appelle Beit Avrim, qui a été créée en 1977 pour accueillir et défendre les personnes LGBT juives. Il y a également le podcast Coming Out, plus récemment, qui a été créé par des jeunes de 30 ans, Elise Goldfarb et Julia Léan, qui sont juives et lesbiennes. Et c'est deux jeunes femmes qui consacrent 6 épisodes à interroger la conciliation entre foi, identité de genre et orientation sexuelle. On a même une association qui accueille toutes les personnes provenant du Maghreb et du Moyen-Orient, religieuses ou pas, donc c'est Shams. Mais on a aussi une association créée par un imam homosexuel. Donc il y existe un imam homosexuel qui s'appelle Ludovic Mohamed Zahed. Alors je pense pas qu'il soit très nombreux dans son style, mais voilà, il a créé une association qui s'appelle HM2F. Je crois qu'elle est à Marseille, il me semble. Et voilà, mais rien que le fait que cela existe, c'est intéressant et ça questionne. Et puis chez les catholiques, il y a David et Jonathan qui a été fondé en 72. Et qui estime que la laïcité... Alors, donc du
coup, il ne parle pas de laïcité, c'est moi qui parle de laïcité. Pour moi, la laïcité impose de ne pas porter de jugement sur ce choix, dès lors que, il y a une condition quand même, elle ne génère pas de renoncement ou de souffrance. Parce que sinon ce serait trop facile. Et donc, manifestement, c'est le cas de ces personnes, donc on respecte. Je demande juste je sais que pour moi ce serait difficile, mais je suis prêt à l'accepter dès lors que des personnes sont prêtes à me le dire et qu'elles sont sincères. En revanche, ça devient évidemment problématique quand ça s'accompagne d'une forme d'homophobie intériorisée. Une haine de soi. Donc là, vraiment, on se dit il y a un truc qui ne va pas. Et on ne peut pas accepter ce choix qui est un choix par défaut. Et ça va parfois même assez loin, puisque ça s'accompagne d'un rejet même à l'égard même de nos fondamentaux, de ce qui fait notre commun. Alors ça, c'est quelque chose que Fierté citoyenne dénonce, c'est la complaisance à l'égard du rejet des modes de vie occidentales. C'est souvent porté par des militants, alors qu'on appelle des militants dans notre jargon, queer décoloniaux. Alors le queer, qu'est-ce que c'est ? Le queer, c'est un peu difficile à définir, c'est pas une orientation sexuelle. C'est plutôt une approche politique et identitaire des revendications LGBT, dans lequel on va mettre un petit peu n'importe quoi et on va tout mélanger. Alors parfois on appelle ça l'intersectionnalité. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, des gens vont parler de wokisme. Alors là, c'est encore pire parce que pour moi, ça n'a plus aucun sens. Chacun a sa définition. Moi, j'essaie de reprendre finalement les termes de ceux qui l'emploient, donc les personnes queer. Queer, à la base, c'est quand même une insulte. Une insulte dans le monde anglo-saxon. C'est pas très très joli. Et donc, certains mouvements contestataires qui remettent en question toutes les structures finalement de la société, se sont réappropriés cette insulte pour en faire finalement l'identité de leurs mouvements radicaux. Et donc ces queers, on voit un peu de tout là-dedans, mais la plupart du temps, ils sont anticapitalistes, anti-flics, anti-mec blanc, cisgenre. Enfin, ils sont assez redoutables et tentent de coloniser nos mouvements. Et donc ça fait partie de ces choses, de ces aspects que l'on combat. Et dans ces camps-là, on se rend compte qu'il y a une vraie tolérance à l'égard principalement de la religion musulmane, qui est identifiée comme étant la religion des faibles, des minorités qu'il faut protéger. Et donc on est prêt à accepter, à se voiler la face, à son mauvais jeu de mots, face à des choses critiquables et qui nous affectent directement. Je pense notamment j'arrive pas à le dire, passionnariat du camp décolonial et indigéniste, c'est Ouria Boutelja, qui dans cette mouvance-là a eu l'occasion très récemment, il y a peut-être un an, dans une interview, à faire la promotion, mais alors de manière totalement désinhibée, sans se rendre compte du tout du tollé que ça allait prendre derrière, à faire la promotion de l'homophobie soft. C'est-à-dire que pour elle,
les règles liées à l'acceptation de l'homosexualité, la normalisation de l'homosexualité, c'était quelque chose de très blanc, de très occidental, et donc il fallait savoir s'en détacher quand on est fait partie de ces minorités dites racisées qui viennent d'ailleurs et qui ne veulent pas transiger avec leurs racines et en particulier évidemment leurs racines religieuses. Et donc pour elle, on peut être un peu homophobe, c'est pas grave, c'est juste, on rappelle que normalement un vrai mec, il a pas, bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est totalement hallucinant et ça en dit long quand même sur cette fascination que peuvent avoir ces militants identitaires avec des vieilles traditions empreintes de rejet de la modernité dite occidentale et donc tout ce qui pour nous est plutôt universel et devrait s'appliquer à tous est perçu par certains comme étant le truc des blancs, le truc des blancs occidentaux. Mais alors c'est valable évidemment dans ce champ contestataire. C'est valable aussi en Russie, par exemple. Les mouvements LGBT sont l'émanation du démon. Et donc, et d'ailleurs, les personnes LGBT en Russie n'ont jamais été autant persécutées qu'aujourd'hui. Il y a une vraie porosité entre la haine LGBT et puis l'ambiance, les structures religieuses qui accompagnent tel ou tel discours. Oui, je vais un petit peu élargir là, en profiter là, puisque vous parlez de la Russie. Parlons de l'Europe. On a vu là, on est en pleine période électorale, il va y avoir des élections européennes. On voit une montée progressive de l'extrême droite, clairement anti-homosexuelle, d'une façon large, d'une façon un peu pathétique et pathologique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas que du bien. Non, évidemment, ça m'inquiète énormément. L'émergence, la résurgence des mouvements réactionnaires n'est jamais une bonne nouvelle pour les personnes LGBT qui font partie, évidemment, qui sont les premières sur la liste, des boucs émissaires et la régression de nos droits. Et, enfin, on n'est pas à l'abri de la régression de nos droits, hein, mais c'est valable pour nous, c'est valable pour les femmes aussi. Hein. S'il y a eu ce débat autour de la constitutionnalisation, j'ai réussi à le dire, de l'IVG, c'est parce qu'on voit bien que le monde, il n'est pas aussi certain et fini que ce qu'on croit et qu'on n'est pas à l'abri de revenir un jour en arrière et qu'il faut nous protéger, que l'état de droit est là pour ça. Alors on compte là-dessus, on compte sur nos structures démocratiques en essayant de porter les choses. On n'est pas des contestataires, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas non plus à aller casser du nazi dans la rue. On fait toute confiance à la démocratie, au débat d'idées pour pouvoir traverser cette période très, très perturbée. Oui, non, bien sûr, il y a de vrais dangers de régression et on fait partie des publics cibles prioritaires. C'est assez inquiétant et à l'échelle du monde, on voit bien à quel point les personnes LGBT sont encore très largement persécutées. On parlait de la Russie, on peut parler de l'Afrique aussi, hein. Malheureusement, il y a des pays où même c'est la peine de mort, hein, qui nous attend. Donc il y a du boulot et on doit se sentir solidaire parce qu'on considère que ce sont des valeurs universelles que nous portons, et il y a même certains militants qui portent effectivement ce débat, cette question de la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on soutient bien volontiers. Droit des femmes, droit des homosexuels, donc il y a une convergence en fait des luttes, si on peut dire ça comme ça. C'est un moment historique.
C'est notre point de vue, et puis c'est un point de vue historique, hein, puisque Gisèle Halimi, qui est intervenue en 1982 pour la dépénalisation de l'homosexualité, pour faire vite, est aussi une féministe reconnue par la République et fait partie de ces figures qui incarnent les mouvements progressistes dans son ensemble, et évidemment avec l'égalité femmes-hommes et puis la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et bisexuelles et lesbiennes principalement. Et donc évidemment il y a une convergence, il y a une convergence des luttes, puisqu'une société plus inclusive, une société plus égalitaire, ça passe par des combats, mais dans le cadre universaliste, pas en essayant de tirer les choses vers le bas, en magnifiant les identités, les différences, mais plutôt en rappelant tout ce qu'on a de commun, et qu'une société égalitaire, ça passe par un traitement équivalent pour toutes les personnes. Mais une fois qu'on a dit ça, le diable est dans les détails. Et il existe, même au sein des mouvements progressistes, des gens de gauche, des gens qui peuvent ne pas être d'accord entre eux sur ces questions-là. Et je les ai mentionnés peut-être au début de mon intervention, mais il y a des points de crispation, très clairement, comme par exemple la GPA, ou la reconnaissance de la transidentité. Ça fait partie de ces choses pour lesquelles il va falloir qu'on soit patient et qu'on apprenne de nouveau à discuter sans se lancer des anathèmes à la figure et sans se mettre tout de suite en colère. Je pense que chaque point de vue doit pouvoir être entendu dès lors qu'il est déclamé de manière paisible, argumentée, et sans invectiver l'autre. Mais effectivement, on arrive à un stade où il y a des points de crispation, en tout cas des divergences d'approche qu'on peut entendre et qu'on a le droit de défendre. Maintenant, il faut aussi accepter quand on perd. Si un jour la GPA, la gestation pour autrui à la française, donc une GPA éthique qui ne passerait pas par l'utilisation éhontée du corps des femmes, si on pouvait un jour la mettre en place, il faudrait aussi que tout le monde accepte qu'une loi de la République l'est instituée. On en est très très loin, puisque le débat public est encore balbutiant sur ce sujet. Je crois que personne ne veut porter ce type de sujet qui est considéré comme une micro-niche en fait au sein des questions progressistes. Mais on entend quand même, on commence à entendre des petites voix de certains dirigeants, PS notamment, Clément Beaune récemment aussi, c'est prononcé favorablement sur cette évolution du droit. Et puis à l'inverse, on entend des féministes qui nous disent mais ça va pas du tout. On ne peut pas instituer une gestation pour autrui. Ça ne peut pas, par essence, ça ne peut pas être quelque chose qui doit être reconnu. Et que notre pays doit mettre en place parce que une GPA éthique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et que fondamentalement il s'agit d'utiliser le corps des femmes comme pour la prostitution par exemple, et au profit d'un acte égoïste. Donc entendons-le, discutons-en sans forcément se chamailler. On chamaillera peut-être un peu, mais il faut mieux le faire en discutant, en échangeant, plutôt qu'en s'insultant. Et il n'y a que comme ça qu'on avancera. J'en reviens un peu sur d'autres aspects. La violence en France, c'est quoi la tendance? La violence anti-homosexuelle? C'est une violence qui prend pas mal de formes. Évidemment, on en revient toujours à notre fond religieux. Il est évident que la haine anti-LGBT et les violences qui en découlent ont souvent une dimension des ressorts
religieux. Alors ça se voit pas toujours systématiquement quand on discrimine quelqu'un, quand on insulte quelqu'un, on le fait pas forcément toujours au nom d'une religion. Mais on sent bien que parmi ces choses qui produisent de la haine et du rejet anti-LGBT, il y a tous ces dogmes qui ont bien macéré pendant des années, des siècles, et qui ont finalement modelé des cultures et des esprits. Eh bien, c'est tout ça qui finalement continue à générer cette haine qui est finalement culturelle et qu'on retrouve par petites poches et qu'on essaye de combattre pied à pied. Donc c'est long, c'est difficile, il faut jamais lâcher, puisque de plus en plus ce rejet, cette haine se cache, parce que c'est difficile. On a compris que si on était ostensiblement homophobe, on risquait de passer devant un tribunal, parce que à force de le dire, ça commence à rentrer. L'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Il en va de même pour la haine anti-trans aujourd'hui. Il faut en avoir conscience. Mais malgré ça, ça n'empêche pas les gens de penser ce qu'ils pensent. Et donc le travail de fond, c'est l'éducation. C'est évidemment, on en revient toujours à ça. L'école de la République est essentielle. Il faut miser à fond dessus. Il faut investir un paquet pour que on puisse déconstruire ces approches, ou tout du moins les remettre à leur place. C'est-à-dire que si tu viens à l'école et que tu as un discours anti-homosexuel, ce qui voit assez souvent, ou anti-trans, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui se font harceler en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, eh bien, on te démontrera et on t'inculquera le fait que ce n'est pas du tout tolérable, et qu'il va falloir changer de comportement, même si au fond de toi tu le penses. C'est pas quelque chose que l'on accepte dans l'école de la République et dans la société française dans son ensemble. C'est peut-être pas la priorité en ce moment, vu le nombre de policiers autour des lycées, des collèges. Non, malheureusement, on sent bien que voilà, nous on porte ce message, mais qu'il y a évidemment d'autres aspects qui passent devant, et que l'éducation nationale n'a pas les moyens. Et d'ailleurs, on le voit, puisque malheureusement, il y a très peu de cours d'éducation affective et sexuelle qui sont entrepris. On fait de plus en plus appel à des intervenants extérieurs qui ne sont pas des enseignants, pour expliquer aux enfants, aux jeunes, ce que c'est qu'être homosexuel, quel droit on a, c'est comment on fait pour prévenir la haine, et donc avec les risques que ça comporte d'ailleurs, parce que on peut faire appel à des gens qui sont très bien, qui ont été formés pour ça, et puis il y en a d'autres, comme je le parlais tout à l'heure, des militants déconstruits, queer, décoloniaux, et qui mélangent un peu tout, et qui ont cette approche très victimaire et identitaire. Forcément, c'est pas judicieux. C'est pas judicieux de faire appel à ce type de personnes, et vu le nombre, il est tout à fait possible que ça arrive aussi de temps en temps. Donc c'est l'éducation nationale qui doit reprendre le flambeau d'une manière ou d'une autre. Et nous, on veut bien venir en appui aussi généreusement qu'on peut, mais on n'est pas très nombreux. Tout ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de dire voilà le matériel pédagogique qu'on vous met à disposition, mais à un moment, il va falloir prendre vos responsabilités. Les ados sont les premières victimes, quelque part, de cette histoire. Ils découvrent leur sexualité. Est-ce que la société prend en charge ces difficultés ou pas ? On sait qu'il y a des maisons d'accueil, on sait qu'il y a des associations comme la vôtre qui peuvent être des numéros d'appel et des numéros de contact, mais est-ce que c'est suffisant ?
On a effectivement un tissu associatif qui est développé. On a des solutions d'accueil d'urgence lorsque des jeunes se font jeter de chez eux. L'association Le Refuge fait un très beau travail là-dessus. L'État prend en compte évidemment nos besoins et la nécessité d'accompagner les victimes. C'est jamais suffisant parce qu'on se retrouvera toujours avec des gens qui n'osent pas faire leur coming out, des personnes qui sont jetées dehors de chez elles, harcelées à l'école. On sait que les taux de suicide sont infiniment plus importants chez les jeunes homosexuels et trans. Donc et ce mal-être, il n'est pas lié à la situation dans laquelle ils sont. Il est lié à leur environnement, à leur famille et à la société qui les rejette. Il y a des choses dont on n'a pas encore parlé avant les questions du public, qui en poseront sans doute d'autres. Écoutez, de mon côté, j'ai l'impression d'avoir dit l'essentiel. En tout cas, après, on pourrait rentrer dans plein de sujets très pointus. Mais donc, voilà, je suis là pour répondre aux questions, le cas échéant, donc n'hésitez pas. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS, Évry Centre Essonne, propose une formation Valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, la laïcité est souvent mal comprise. La formation Valeurs de la République et laïcité a été conçue pour permettre aux stagiaires de contribuer à promouvoir la concorde universelle et partager les valeurs de la République au quotidien. La formation Valeurs de la République et laïcité permet aux agents publics, aux professionnels et aux bénévoles associatifs d'être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre comment l'appliquer et l'expliquer dans l'exercice de leur métier. Cette formation est reconnue par le contrat d'engagement républicain. Son coût est pris intégralement en charge par l'État. Pour en savoir plus et connaître le calendrier des sessions à venir, contactez RERS au 01 69 36 25 14. 01 69 36 25 14. Parlons laïcité, le débat. Bonjour, donc il ne s'agit pas vraiment de questions, mais plutôt de réagir à certains points si c'est possible. Voilà, évidemment. Donc, tout d'abord, effectivement, sur l'avis des religions sur la question de l'homosexualité, a-t-il vraiment une importance? Je ne le pense pas. Donc voilà, donc les religions peuvent avoir un avis sur la question. Après, est-ce que nous, on doit en tenir compte? Je ne le pense pas. Bien évidemment, je partage votre avis sur un point. Je ne comprends pas pourquoi certains homosexuels veulent absolument, désespérément, être acceptés par des dogmes aux yeux de qui nos vies homosexuelles n'ont pas de valeur. Donc, comme dit l'adage, un chrétien homosexuel est comme une dinde qui célèbre Thanksgiving. Je rajouterai en plein Ramadan qu'un musulman homosexuel est comme un mouton qui célèbre l'Aïd. Voilà. Donc après, bon, que le pape aujourd'hui rend une bulle papale disant que bénir les couples homosexuels, c'est dans le bon sens. On ne va bien évidemment pas s'en plaindre. Après, l'avis des religions en soi, personnellement, je m'en contrefiche. Après, j'ai bien compris l'historique que vous avez évoqué sur la place du catholicisme dans l'homophobie en France et autres, et c'est tout à fait normal. Après, je pense que c'est un discours peut-être un peu anachronique et passéiste par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Là, je veux juste vous donner deux anecdotes personnelles. Donc, il y a environ 9 ans, j'ai réalisé un stage de 2 mois, un service civique pendant 2 mois dans une association anti-discrimination, où j'ai croisé une élève avocate musulmane qui, alors même qu'elle savait que j'étais gay, m'a sorti devant tout le monde qu'Allah avait créé le sida pour punir les fornicateurs. Déjà, première anecdote. Et sinon, l'année dernière, quand on a participé à la Gay Pride, donc avec plein d'autres personnes évidemment, à un moment donné, on a croisé un groupe d'homophobes, mais là, pour le coup, il s'agissait de jeunes noirs accompagnés de quelques blancs évangéliques qui, avec un haut-parleur à la main, criaient leur haine homophobe. Donc je pense, évidemment, les cathos, on va dire ancestraux de France, d'accord, ils ont été homophobes dans le passé. Après, bon, quand même, aujourd'hui, la menace, elle vient plutôt d'ailleurs, et il ne faut pas non plus se voiler la face sur ces questions-là. Après, à un moment donné, d'ailleurs, vous avez évoqué l'expression grenouille de
de bénitiers, on est quand même à Évry-Courcouronnes, ville multiculturelle et multiconfessionnelle. Donc, à moins d'avoir des bénitiers à la mosquée du coin, voilà, qui se trouve pas très loin, je pense que le problème de l'acceptation des homosexuels et autres doit se poser autrement aujourd'hui dans les familles et pas forcément comme on l'entendait il y a peut-être 50 ans. Donc, faut peut-être un peu vivre avec voilà, son temps, malheureusement. Donc, souvent dans les campagnes anti-homophobie, on voit souvent des jeunes blancs homophobes et autres. Bizarrement, là, on ne crie pas à l'absence de diversité. Je pense que peut-être parmi les homophobes, il faudrait plus de diversité pour correspondre plus à la réalité du terrain d'aujourd'hui. Parce que quand il y a des guet-apens sur Grindr et autres, c'est vraiment des jeunes, on va dire, ruraux, blancs, au lieu, voilà. Vous aurez compris le message. Et je précise quand même, pour ceux, parce qu'on est quand même à la radio, je ne suis pas blanc. Voilà, je le précise. Je suis même un immigré, bon, naturalisé, mais quand même un immigré. Et d'ailleurs, je réponds sur un point, sur l'intersectionnalité et la religion. Je pense que l'intersectionnalité est un phénomène, c'est une lubie des colorés qui vivent dans des sociétés majoritairement blanches. Moi, personnellement, je suis originaire de l'île Maurice. Bon, ça fait environ 14 ans que je vis ici. Et par exemple, il y avait des militants LGBT musulmans qui ont voulu importer donc la question de l'intersectionnalité sur place. Ça n'a pas pris. Tout simplement parce que, par exemple, en 2017, lors de la Gay Pride, c'est un prédicateur musulman, donc originaire du sous-continent indien, comme la plupart des Mauriciens, donc un prédicateur musulman avec 300 de ses soutiens qui ont manifesté contre la Gay Pride, appelant à l'extermination des homosexuels. Donc forcément, vu qu'il n'y a pas de blanc au niveau local pour opprimer les homosexuels, la question de l'intersectionnalité ne se pose pas vraiment. Donc vous passerez le message à Ouria Boutelja et compagnie, et tous les indigénistes en question. Donc sinon, oui, après vous avez bien indiqué, bon, pour la GPA, pareil, je suis un homme homosexuel, je souhaite être parent. Après, je ne suis pas forcément voilà, je ne suis pas en faveur de la GPA parce que bon, je ne suis pas de gauche, mais comme l'a dit un certain Mélenchon, pour ne pas le citer, je serai pour la GPA le jour où des femmes bourgeoises porteront l'enfant des pauvres. Voilà, donc bon. Après, je pense qu'on peut essayer de trouver la coparentalité et autres, mais je ne comprends pas trop pourquoi à chaque fois on lie la GPA avec les homosexuels, parce que dans l'immense majorité des cas, la GPA concerne des hétérosexuels. D'ailleurs, les jurisprudences de la CEDH qui ont permis la reconnaissance de la filiation et autres à l'égard des pères concerne que des familles hétérosexuelles. Donc je ne vois pas, je pense même que c'est un argument homophobe, des fois de la part des homophobes, de toujours lier la GPA aux homosexuels, alors même qu'on n'est pas forcément d'accord sur la question et que ça concerne surtout les hétérosexuels. Voilà, merci beaucoup. Alors il faut que je réponde. Alors j'ai pas tout noté, mais effectivement, il y avait beaucoup de choses et je vous remercie pour cette intervention qui permet d'apporter un peu de nuances et parfois d'appuyer sur des choses que moi-même je serais prêt à défendre. Voilà. Donc si je reviens peut-être sur les deux, trois petites choses qui m'ont marqué. Il n'est pas question de faire de hiérarchie ou de différence entre les religions dans mon esprit. Pour moi, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise homophobie. Par contre, il faut pas être un militant borgne et donc passer sous silence certaines expressions de la haine anti-LGBT qui n'iraient pas dans le sens de notre narratif. Et donc c'est effectivement le cas, ou c'était beaucoup le cas, peut-être un peu moins maintenant, mais c'est encore le cas de certaines tendances de familles politiques qui ne souhaitent pas voir les choses comme vous les décrivez. Et bien entendu, il y a une homophobie importante dans la communauté musulmane. Elle existe. D'ailleurs, elle est dans les études d'opinion dont j'ai parlé. Quand on regarde par type de religion qui est le plus réfractaire en opposition par rapport aux faits homosexuels, c'est la religion musulmane. Bon, les autres religions ne sont pas en reste. Elles suivent elles suivent pas très loin. Mais il faut reconnaître que pour les personnes homosexuelles qui ont un lien plus ou moins important avec la culture arabo-musulmane, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Alors, on ne peut pas tout quantifier. Moi, je parle d'études, de sondages. Il y a ce qu'on voit, ce qu'on entend. Voilà. Mais
voilà, je reste quand même sur les principes. Pour nous, avec Fierté Citoyenne, toutes les formes d'homophobie, en particulier inspirées par des principes ou des dogmes religieux, une culture, un environnement religieux, elles doivent toutes être condamnées de la même manière, de manière aussi ferme. Et on critiquera, bien entendu, tous ceux qui se cachent les yeux. Et d'ailleurs, c'était même un petit peu le fondement même de notre association. C'est qu'on était nombreux à estimer que les militants LGBT ne bossaient pas pour nous et avaient plutôt tendance à protéger certains agresseurs parce qu'ils étaient eux-mêmes victimes, ce qui est un non-sens total. Sur la GPA, vous avez commencé à en débattre, c'est très bien. Moi, je veux que le débat vienne sur la table. Je veux qu'on en parle, mais qu'on en parle évidemment pas dans des postures, mais avec des arguments qui permettront à chacun de se positionner. Parce que pour moi, comme pour toute évolution de la société, ou comme pour tout sujet qui doit être tranché, c'est à la représentation nationale de décider. Et de décider pour le pays et pour la République. Et donc, je pense qu'on doit pouvoir aborder sereinement les choses. Et s'il y a une majorité dans ce pays qui décide que ce n'était pas une bonne chose et que ça ne répondrait pas à un besoin ou en tout cas à une forme de justice et d'accès à une forme d'égalité, on en prendra acte et on fera avec. On est dans un état de droit, encore une fois, je l'ai déjà dit suffisamment. Pour moi, je fais confiance à la démocratie, à nos institutions et je l'espère, à un personnel politique digne et à la hauteur de ces enjeux pour l'aborder sereinement. Mais ne cachons pas la poussière sous le tapis, n'avançons pas masqués, disons les choses franchement et abordons les sujets sans phare. J'avais retenu principalement ces deux points-là. S'il y a d'autres personnes qui veulent rebondir sur une question qui les intéresse, n'hésitez pas. Et on peut reprendre le micro quand on le souhaite, il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai une de question, finalement. Que vient faire la liberté de conscience là-dedans? Mais finalement, la liberté de conscience, on a le droit de penser, de croire et de pratiquer ce qu'on veut. Donc, on peut pratiquer l'hétérosexualité comme l'homosexualité, comme on le souhaite finalement. Ça fait partie aussi de la liberté de conscience des individus. Et parfois, il y a une demande à la population homosexuelle de faire leur coming out. Pourquoi il faudrait demander à la population homosexuelle de faire leur coming out? Et pourquoi pas le faire aux hétérosexuels aussi? Ah bon, t'es hétérosexuel? C'est pas été trop dur? Et ta famille, comment elle l'a accepté? Voilà. Et t'es sûr? T'es un homme, t'aimes les femmes? T'es une femme, t'aimes un homme? C'est pas trop compliqué? Tu assumes ça? Voilà. Pourquoi cette injonction finalement à certaines catégories de la population et pas à d'autres? Alors, juste une petite précision avant de répondre à la question. Mais je crois que je l'avais dit au tout début de mon intervention, ça n'est pas une croyance, ça n'est pas un choix. C'est-à-dire qu'on est homosexuel, on ne décide pas un jour de devenir homosexuel. On peut juste décider de l'assumer et de faire son coming out. Et effectivement, je suis d'accord. Les choses iront mieux, enfin, le monde sera parfait le jour où on n'aura plus besoin de faire un coming out. C'est-à-dire qu'on ne sera pas là à dire oui, moi je suis ci, je suis ça, je sais, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça va complètement bouleverser ton approche vis-à-vis de ma personne en tant qu'être humain, mais il faut que je te le dise, voilà, en espérant que les gens le prennent bien. Mais non, mais on est tous différents. En réalité, moi j'ai l'habitude de dire que finalement, il y a autant d'orientations sexuelles qu'il y a de personnes. Moi, vous l'avez compris, avec notre association, on est contre les étiquettes. Alors, par la force des choses, on est obligé de parler de concepts dans lesquels tout le monde s'y retrouve à peu près. Mais il n'y a pas de personnes homosexuelles, lesbiennes, gays, bi. Et c'est pareil dans le... Alors, on pourrait en discuter aussi du genre, mais pour moi, qui suis assez au fait de ces sujets, c'est la même chose. En fait, il faut prendre les individus comme des êtres humains,
comme ils sont. Et peu importe qui ils aiment, peu importe comment ils vivent, on doit les respecter et éviter de leur coller une étiquette. Voilà, que ça soit diffamant, infamant ou même valorisant. Évitons d'essentialiser les gens. Oui, pour continuer ce que tu disais, Jérémy, quand Gabriel Attal a été nommé Premier ministre, je ne parle pas de la politique, là je parle vraiment de la personnalité, ça m'a un peu estomaqué, quelque part, qu'ils disent je suis homosexuel. Et sur le coup, ça m'a vraiment étonné en me disant mais qu'est-ce que ça veut dire Et puis après coup, je me suis dit finalement c'est pas mal parce qu'au moins il l'annonce, ça évitera qu'il y ait trop de polémiques à ce sujet. Mais c'est vrai que justement, j'aime bien ce que vous avez répondu, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr que c'est important pour lui, bien sûr que c'est important pour probablement sa vision de la vie, du monde, mais ça m'a quand même surpris, je dois avouer, je dois reconnaître. Et en même temps, je me suis dit que c'était quand même une avancée qu'un Premier ministre français puisse annoncer ça. Et puis, ça a dû couper l'herbe sous le pied à pas mal de gens. J'ai trouvé que c'était pas mal, finalement. Ceci dit, on avait un maire de Paris, Bertrand Delanoë, qui avait aussi qui avait pris cette posture-là. Et je trouve que c'était finalement très bien. Ça faisait effectivement avancer la cause, peut-être des homosexuels, mais en tout cas de l'être humain dans son entièreté. On est bien d'accord. Et puis, si on est assez honnête, on observera quand même qu'il ne l'a pas dit, répété sur tous les toits à tout moment. De mémoire, il l'a évoqué juste à la fin de son discours de politique générale. Vraiment juste une phrase pour justement se satisfaire que en 2020, alors c'était 2023 encore à l'époque, non 2024 déjà, en 2024 on est un Premier ministre, pas encore président, un Premier ministre qui assume son orientation affective et sexuelle, et ça ne pose aucun problème. En principe, en tout cas, aucun problème à la plupart des citoyens de ce pays, et c'est très bien ainsi. Et on n'en fait pas un argument de campagne ou un argument tout court politique. Ça fait partie de sa vie, voilà. Et donc, et c'est très bien, parce que sinon on se poserait la question, on dirait mais avec qui il vit, comment, bon, arrêtons les cancans et disons les choses simplement comme elles sont, et on se rend compte que c'est pas un problème. On s'est rendu compte avec Fierté Citoyenne que ça avait pu être un problème chez certains militants LGBT qui avaient cette approche plutôt identitaire et qui estimait que Gabriel Attal était un gay de droite, je mets des guillemets. Et ça en dit long quand même sur leur approche. Finalement, ils réagissent comme le ferait un vulgaire homophobe. C'est-à-dire qu'ils vont lier la politique, l'approche politique de la personne et son identité affective et sexuelle. Gay de droite, c'est homophobe. Et on ne s'est pas privé de le dire. Et on a eu des petits clashs à ce moment-là. Et ça fait partie de ces lignes de fracture qui apparaissent au sein des mouvements progressistes et au sein du militantisme LGBT et qu'on s'emploie éventuellement à dénoncer et peut-être aussi, on essaye toujours d'aller un peu plus loin, à dépasser et à réparer. Parce qu'on est là pour promouvoir le commun et pas seulement taper sur les gens, dire ça va pas, ça va pas. On veut rappeler à tout le monde qu'on a une collectivité, une communauté de destin et qu'on vit tous, on est tous des citoyens. Et voilà, c'est le nom de l'association, Fierté Citoyenne. On est très fiers de notre nom et de notre combat et on compte le mener encore très longtemps. Prochaine question. Est-ce que vous avez déjà milité avec la Pride en juin à Paris ou dans une autre ville, et est-ce que vous comptez avec votre association Fierté Citoyenne de militer avec un char lors d'une Pride d'une n'importe quelle ville, et quelle ville ça serait si on avait une en particulier à choisir? Merci pour votre question. Alors on avait à peine 3 mois d'existence l'année dernière et on a participé à la marche des fiertés à Paris. Donc c'est fin juin. On était très contents parce que, mais alors c'était un peu à contre-courant, parce que l'année dernière, il y a eu une décision assez radicale de la part de l'inter-LGBT, c'était de faire un défilé sans char.
Ça n'a pas plu du tout. Et effectivement, ça a enlevé tout l'aspect festif, parce que la Gay Pride, la marche des fiertés, c'est évidemment un moment c'est un moment politique, de revendication, de concorde entre les mouvements LGBT, mais c'est aussi un mouvement festif. Et donc là, il y avait pas de musique, c'était triste et tout le monde était triste. Sauf que nous, Fierté Citoyenne, on avait un tout petit budget. Et donc, cette sobriété forcée, ça nous a bien arrangé parce qu'on n'aurait pas eu les moyens d'avoir un char et d'avoir un cortège digne de ce nom. Donc, on s'est baladé avec tout le monde au même niveau, avec nos petites pancartes faites à la main quelques heures avant. Et on était très contents. L'année prochaine, du coup, l'inter-LGBT a pris acte de toutes les critiques qui se sont exprimées de part et d'autre. Ils ont enfin décidé de remettre des chars. À la base, c'était parce que c'était pour des questions d'écologie, enfin, il fallait montrer l'exemple. Et puis en fait, on se rend compte que c'est pas en supprimant les chars de la Gay Pride qu'on allait sauver le climat. Donc du coup, on est revenu un peu en arrière. Et donc là, nous, on aimerait bien participer, mais il va falloir qu'on y travaille. Et donc, si toutes les personnes qui ont adhéré à Fierté Citoyenne et celles qui s'apprêtent à adhérer à Fierté Citoyenne à l'issue de cette émission, j'espère avoir été convaincant, veulent nous aider, eh ben vous êtes les bienvenus pour pouvoir organiser ça et puis qu'on puisse nous voir. Alors je crois qu'on va pouvoir mutualiser avec d'autres associations. Donc s'il y a d'autres associations qui m'entendent aussi, si vous voulez vous associer à Fierté Citoyenne pour qu'on fasse un char commun, a priori on est d'accord, vous avez compris, on n'est pas sectaire. Alors il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé beaucoup, c'est le don de sang. Parce que fut un temps, et pourtant il y avait déjà la possibilité de s'unir sans problème, alors que ce soit avec le Pacs ou avec le mariage pour tous. Il y a eu le don de sang, lui, il a mis beaucoup de temps à se mettre. Je crois qu'il y a à peu près une vingtaine d'années encore, un homosexuel qui avait une relation sexuelle une fois dans sa vie, même protégé, n'avait plus le droit de donner son sang à vie. Alors qu'un hétérosexuel qui avait une relation multipartenariale avec non protégé n'avait pas le droit de donner son sang pendant 4 mois. Donc là, on voyait aussi une discrimination, cette fois institutionnelle, en se faisant valoir, il y a un taux de prévalence chez la population homosexuelle qui serait plus contaminée que le reste par le VIH. Puis finalement, comment on peut le dire ça, puisqu'il n'y a pas de statistiques ethniques qu'on ne peut pas recenser qui est homo ou qui est hétéro. Alors je vais avoir un petit commentaire là-dessus. Heureusement, aujourd'hui, cela a évolué. Il y a eu plusieurs étapes. Après, il ne fallait pas avoir de relation homosexuelle pendant 1 an pour pouvoir donner son sang. Après, c'était 4 mois. Puis bon, là maintenant, c'est pareil pour les hétérosexuels ou les homosexuels. 7000 à plus, donc... Oui, vous avez dit l'essentiel. Là-dessus, comme c'est plus un combat à mener, on peut regarder les choses rétrospectivement et force est de constater qu'il y avait une discrimination qui a duré très longtemps, avec des résistances du corps médical, qui évidemment découlaient de l'histoire de l'épidémie, et bien sûr, il y a eu une prévalence et des cas qui se sont d'abord révélés dans les populations d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Mais voilà, on est arrivé très vite après dans une pandémie qui finalement a concerné tous les groupes sociaux, et il y avait plus de sens de faire de différence en fonction de l'orientation sexuelle. C'était parfaitement discriminatoire. C'était aussi quelque chose d'assez humiliant, parce qu'une personne homosexuelle qui voulait absolument donner son sang était obligée de taire qui elle était pour le faire. C'est totalement idiot. On voit bien toute la bêtise qu'il y avait autour de cette règle, puisqu'on pouvait la contourner simplement en niant qui on était. Et donc finalement, ça n'avait que l'intérêt d'afficher finalement quelque chose de daté qui avait simplement qui ressassait finalement des vieilles lunes et des préjugés
à une époque où justement ça n'avait plus lieu d'être. Donc c'est un combat passé qui est derrière nous, heureusement, mais ça fait partie de ces petites choses qui en disent long sur notre époque et sur les a priori, tous les préjugés qui peuvent émailler tous les corps sociaux, y compris le corps médical. Enfin, personne n'est à l'abri de ce type de pensée. J'avais une question. Quelle est votre opinion sur les écoles privées confessionnelles et justement sur la question de l'antidiscrimination en général et justement de l'enseignement qui peut être prodigué dans ces écoles et ces établissements qui pourraient être discriminants, voire encouragés à ne pas traiter tout le monde de la même façon? Pour moi, les écoles confessionnelles, il y a les seules écoles confessionnelles qui vaillent, c'est celles qui ont un contrat. C'est-à-dire les écoles qui doivent respecter le programme de l'éducation nationale. Point. Ni plus, ni moins. Ça, c'est le principe. Si elles respectent ce principe, c'est merveilleux. Enfin, même si on l'a dit tout à l'heure, l'éducation nationale a encore du boulot et gagnerait quand même à mettre plus de moyens. Mais en tout cas, sur le papier, c'est celui-ci. Et j'en veux pour preuve, moi j'ai passé une bonne partie à l'école privée catho. J'en suis revenu. J'ai pas eu l'impression, si vous voulez, mais peut-être que j'ai réécrit l'histoire et que j'ai idéalisé ce moment de ma vie. J'ai pas eu l'impression qu'on essayait d'appuyer là où ça faisait mal. Au contraire, j'avais l'impression plutôt d'avoir affaire à un discours qui était en phase avec celui attendu par l'école de la République. Mais c'est peut-être pas le cas partout. Et c'est sûrement pas le cas partout. Puisqu'on entend parler d'exemples, notamment dernièrement, c'était plutôt l'exemple qui est médiatique, que tout le monde connaît, c'est Stanislas. Et donc à Stanislas, on s'est rendu compte qu'il y avait eu il y a peut-être encore des dérives visant à réprimer, à montrer l'homosexualité sous un jour défavorable. Il y a des enquêtes qui sont en cours, il me semble, donc c'est pas la peine de trop s'épancher sur le sujet, mais on voit bien qu'il y a un terrain favorable, terreau favorable à ce risque dans des écoles où le fait religieux est considéré comme étant quelque chose d'essentiel. Donc moi, en tant que militant associatif LGBT, je ne me prononce pas sur la manière dont l'éducation nationale doit être organisée et si les écoles confessionnelles doivent exister ou pas. En revanche, en tant qu'individu, je pense qu'effectivement, on a intérêt à être très exigeant vis-à-vis d'elle, puisque c'est une modalité de l'organisation éducative qui mérite quand même de rendre des comptes à la République. Il y a quand même, sur ces questions d'école privée sous contrat, des questions qui dépassent bien la question de la question LGBT, puisque finalement, un élève qui est dans le privé est proportionnellement plus financé qu'un élève qui est dans le public. Et là, pour rupture d'égalité importante, et pourquoi pas ce principe de liberté de conscience soit mis dans ces établissements aussi. Alors, il y a eu une fameuse proposition de loi, même un projet de loi, puisque c'était porté par un ministre, le ministre Savary, en 1984, qui proposait le service public unifié de l'enseignement public. Il y a eu 1 million de personnes dans la rue qui a manifesté contre ce projet de loi. Ce projet de loi était de dire, bon, on va arrêter avec cette loi Debré qui finance à peu près 15 milliards d'euros par an les écoles privées, environ, en fonction des statistiques. Alors ça va pas varier en fonction des uns et des autres. Et pourquoi les écoles privées seraient plus financées ? Enfin, je veux dire, si on choisit de prendre le bus, c'est logique que le bus soit pris en charge par la puissance publique, financièrement, en partie. Mais si on choisit de prendre le taxi, pourquoi devrait-on avoir un financement du taxi ? C'est un peu un choix, quand même, de prendre son taxi. Donc, il y a une petite rupture d'égalité là qui est assez manifeste. Donc, 1 million de personnes se mobilisaient contre cette loi pour remettre en cause finalement la loi Debré qui avait permis le financement des écoles privées sous contrat et qui avait donc donné un coup de canif dans la laïcité, soyons clairs. Et puis, le gouvernement, à l'époque,
a reculé. Bon, l'an dernier, on a eu une manifestation sur les retraites, 3,5 millions de personnes dans la rue, le gouvernement n'a pas reculé. Bon, toutes choses n'étant pas égales par ailleurs, on peut voir qu'une période ou l'autre, tel gouvernement ou autre, ou telle époque, on n'a pas les mêmes choses. Mais il y a peut-être là aussi un travail à faire pour se dire, l'affaire de Stanislas, actuellement qui fait les choux gras la médiatique, mais peut-être ailleurs aussi, où il y a peut-être là aussi un combat de la liberté de conscience de dire finalement l'argent public au public et l'argent privé au privé. Alors on déborde sur un autre débat qui dépasse la question effectivement de la laïcité et du militantisme LGBT. Je ne suis pas forcément un expert sur la question et bon, je partage le principe d'égalité de traitement et voilà. Je pense qu'il y a sûrement des aspects très historiques et d'organisation du service public de l'éducation qui finalement s'imposent à l'État. Je pense que si ça ne coûtait rien, à l'État, je pense qu'on aurait pu effectivement avoir un enseignement public systématique dans tous les territoires de la République. Si c'est pas le cas aujourd'hui, à mon avis, c'est avant une question idéologique, c'est une question de moyens. Et je ne sais pas. Alors, on a privatisé les autoroutes, ça a permis. Mais bon, on voit bien que n'importe quelle décision radicale, ça a un coût important pour le budget de l'État. Et dans une époque, je sais de quoi je parle, puisque je suis budgétaire, dans une époque où on cherche à faire des économies, à restreindre un maximum les dépenses de l'État, je pense qu'on ne pourrait pas se passer de l'enseignement privé sous contrat du jour au lendemain. Ce serait, à mon avis, très compliqué. Mais ce n'est que mon avis, qui me dépasse même largement ma casquette de président de l'association LGBT. Parlons laïcité. Voyons voir notre Jean-Cri interstellaire, au moins. Oui, on va développer les inters, c'est ça l'idée. Alors si vous avez des idées d'inter, n'hésitez pas à nous appeler. Il nous a fait des dessins, comme d'habitude. Voyons voir, Jean-Cri, quel dessin tu as fait pendant toute cette émission. Oui, c'était bien intéressant. Je trouve que le sujet que vous avez développé est intéressant parce que on voit que d'un côté, il faut défendre les minorités, mais qu'en même temps, et là, moi, j'arrive plus à suivre un LGBT, enfin ce que vous disiez tout à l'heure, LGBTI+, Q, bon. Mais ça prouve qu'à force de séparer, de mettre les gens en tranches et dans des petites boîtes, il y a un moment, il y en a qui sont plus victimes que d'autres, et donc, sauf que le droit à différence, c'est la différence des droits. Je pense que vous êtes pris dans une mécanique, comment on défend l'universalisme, en même temps, en arrivant à défendre des causes que, voilà, et encore, l'homosexualité, ça va, comme vous le disiez, ça commence à se tasser un petit peu en France, c'est déjà une bonne chose, mais il y a encore des choses, on a encore des marges de progrès, c'est indéniable. Alors, premier dessin, bon, là c'est gentil, hein. Donc un dessin avec un panneau, je fais circuler après, hein. Là où il y a donc LGBT, donc lesbienne, gay, bisexuel et transgenre, et puis à côté LGBT, liberté, générosité, bienveillance, tolérance. Et puis le monsieur qui voit l'affiche, il dit voilà, tout est dit. Moins drôle parce que moi il y a une image ça fait un bout de temps qu'ils font ça là, les barbus en Iran et compagnie. Moi j'étais toujours très 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 choqué de voir des homosexuels pendus en haut d'une grue. Je trouve que c'est un mépris mais de l'humanité. Il y a tout. Je pense que même par ce geste, une grue dans un truc, pour moi toute le mépris est là-dedans, quoi. Et donc j'ai appris voilà, parce que on a aussi le droit d'en parler, hein. Et donc vous avez un barbu mollah, je ne sais pas quoi, hein, mais pas sympa, qui dit nous on accompagne les homos. Vous avez une grue avec effectivement un homme pendu. Donc nous on accompagne les homos au paradis. Et puis vous avez quelqu'un avec une grosse croix. On sent que Civitas et compagnie qui répond quel humanisme. Bon, puis alors pour détendre un peu plus, j'ai repris le drapeau. Voilà, le drapeau gay, voilà, et puis j'ai extrait le bleu, blanc, rouge, et puis dire, et vive la République laïque, tout simplement, quoi. Parce que c'est en fin de compte, quelque part, la République, c'est celle qui nous permet justement de vivre ensemble, d'où qu'on vienne et qui qu'on soit, quoi. Donc, profitons-en, protégeons-la et défendons-la, quoi. Merci, Jean-Cri. Alors, dans les questions qu'on pourrait se poser, on a parlé un petit peu du sida, maladie qui a fait beaucoup de ravages
dans la population homosexuelle, même si c'est difficile à comptabiliser et à expliquer. Mais est-ce qu'on peut avoir un petit peu un focus sur l'histoire là-dessus et comment ça a été traité par toute la population, du coup, cette question-là? Oui, c'est un sujet important. Comme je le disais, dans l'histoire des mouvements LGBT, le sida est apparu début des années 80 et pendant un moment, on se demandait ce que c'était. Et tout ce qu'on savait, c'était que la plupart du temps, les victimes, les personnes malades étaient originaires de la communauté homosexuelle. Et donc pendant un moment, on a parlé de cancer gay, on pensait que c'était vraiment attaché au fait d'avoir des relations sexuelles entre hommes. Et puis les choses ont avancé, mais la communauté était très lourdement frappée. À l'époque, on mourait du sida en masse. Et des gens, génération avant moi, perdaient leurs amis quasiment toutes les semaines, quoi. Et énormément de gens sont tombés à ce moment-là. Et comme les institutions, les pouvoirs publics ne prenaient pas conscience de la gravité, puisque après les personnes homosexuelles, c'est toute la société entière qui allait être touchée par cette pandémie. C'est une période où effectivement des liens se sont créés, des nouveaux militants ont émergé, plus sur les questions de santé communautaire et de revendications liées à la prise en charge des malades et à la recherche contre le VIH. Et il y a toute une culture militante, combattante, qui s'est constituée, qui s'est créée au milieu des années 80, notamment avec ACT UP, qui était une association de militants particulièrement vigoureux, qui n'hésitait pas à interpeller de manière musclée les pouvoirs publics, en mettant les responsables devant leurs responsabilités. Et ils ont joué un rôle crucial, évidemment, pour que petit à petit, les pouvoirs publics prennent la mesure de ce que représentait l'épidémie du VIH et décide de prendre des mesures pour accompagner les malades, pour prendre en charge les traitements. Et tout ça est parti de très très loin et a créé des traces indélébiles dans l'histoire du militantisme LGBT. Et encore aujourd'hui, on a des rescapés de cette époque qui en parlent. C'est bien d'en parler parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le VIH, c'est plus un sujet, que le sida, c'est plus une question qui doit nous intéresser. C'est évidemment encore une question d'actualité, même si on ne meurt plus en France autant qu'avant de cette maladie. Pour autant, on n'a pas vaincu le sida. On voit bien que les campagnes de dons sont toujours suivies, sont toujours autant suivies, et voilà qu'on a encore un combat à mener devant nous. Et il y a d'autres associations. Alors c'est pas le sujet principal qui nous anime, mais il y a parmi dans nos membres, il y a notamment le vice-président de l'association qui est très au fait de ces questions et qui apporte cette fibre-là dans nos actions et dans ce qu'on souhaite porter, puisque ça fait partie de ces sujets qui intéressait au départ la communauté homosexuelle, mais qui intéresse en définitive le plus grand nombre, la société entière et le monde entier en définitive. Et un jour ou l'autre, on finira par gagner la guerre contre le VIH. Alors, on disait tout à l'heure que, en termes de religion, homosexualité, enfin c'est ce que tu disais Arnaud, parfois ça faisait pas très bon ménage. Pourtant, j'ai un exemple de sœur de la perpétuelle indulgence, me semble-t-il, des bonnes sœurs donc, homosexuelles, qui vont voir d'autres personnes. Tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est quand même bizarre ça. Alors, si on veut être honnête, ce ne sont pas vraiment des sœurs.
Mais elles en ont le nom, les sœurs de la perpétuelle indulgence. Elles pourraient en avoir l'accoutrement, si ce n'est qu'elles ont un peu forcé sur le maquillage et sur les accessoires. Mais pour autant, elles ont ce qu'on serait en droit d'attendre de religieux, une forme de bonté, de miséricorde, d'amour, voilà. Et évidemment, ce sont avant tout des militants, des militantes, qui ont une approche un peu différente du militantisme LGBT, mais qui à la base étaient plutôt sur la prévention, mais qui le sont toujours, sur la prévention autour du sida, du VIH, mais qui ont élargi leurs interventions, leur discours à la reconnaissance et à l'acceptation des minorités sexuelles et de genre. Et je dois reconnaître que moi, ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse beaucoup. Je leur dis merci parce que ça permet de dédramatiser les choses, de les présenter sous un jour assez enjoué, en se riant finalement des positions faussement tolérantes de la part de certains religieux, et en retournant un petit peu les choses, et puis finalement en disant mais on est tous des êtres humains, on est tous pareils, il n'y a pas de bon Dieu qui nous juge sévèrement, si jamais il existait, il ne serait qu'amour, et de toute façon on s'en fiche, on est là sur Terre, prenons soin de nous, soyons solidaires les uns les autres, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie. Voilà, c'est vraiment un message de tolérance et puis bon, de moquerie un petit peu de la religion, mais on est en France et on adore ça. Je me suis laissé dire qu'ils ont utilisé le film La Mélodie du Bonheur pour lancer leur mouvement. Ah, peut-être, ça je suis pas au courant. Mais donc finalement ils ont décidé, ça vient des États-Unis. Oui, ça vient des États-Unis, voilà. À la base. Ouais. Voilà, ils savaient pas quoi faire, ils ont pris des costumes qui venaient du film, du coup La Mélodie du Bonheur, ils sont été se balader et les gens venaient leur demander conseil et autres, et donc ça a pris comme ça en fait. Oui, c'est très chouette en plus cette façon d'aborder les gens dans la rue. Avec tout ce décorum, franchement, ça simplifie les choses et ça permet d'aborder tous les sujets, même les sujets les plus compliqués a priori. On pourrait parler des élèves aussi, parce que les élèves en classe, il fut un temps, j'étais médiateur dans un établissement scolaire, je leur disais, mais alors, t'es homosexuel? Et les élèves répondent, ah non, c'est pas propre, c'est pas bien. Un 6e. Je lui dis, mais alors pourquoi tu es plutôt hétérosexuel? Ah non, c'est pas bien, c'est pas beau. En fait, il n'était pas au clair ni sur ce qu'était l'homosexualité, ni sur ce qu'était l'hétérosexualité. Et c'était le mot sexualité qui faisait peur. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit là? Intervenant encore régulièrement dans les établissements scolaires, notamment les collèges, j'ai l'impression que ça a un peu changé. Quand on parle avec les élèves, homosexualité, hétérosexuel, oui, alors, bon, tu disais que ça avait été peut-être pas tout à fait ton opinion là-dessus, me semble-t-il, si j'ai bien compris. Tu pourrais préciser, éclaircir un petit peu tout ça? Disons que je pense que il y a autant de cas de figure qu'il y a d'établissements. C'est difficile d'avoir une vision exhaustive et complète de ce qui se passe. Il existe des cas très fréquents de harcèlement en raison de l'orientation affective et sexuelle ou de la manifestation de genre de certains élèves. Le simple fait que ça existe prouve que la situation est loin d'être parfaite. Mais il y a peut-être effectivement des endroits où c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus toléré et accepté. Je me garderais bien de faire des règles générales là-dessus. Moi, je regarde ce qui nous remonte de la part des observateurs, des associations. Il y a des retours en arrière. Ça arrive. En fait, on est dans une société, dans un monde et dans une époque où on a les deux courants qui vont chacun d'un côté comme de l'autre. On progresse et en même temps on régresse. Et donc il faut regarder les choses
point par point, toujours en rappelant les bases. Voilà, en rappelant que voilà, on a des règles dans notre pays, on a une école qui nous enseigne les principes de la République, les lois, l'égalité. Et voilà. Mais il faut peut-être aller plus loin, peut-être. Des cours d'empathie, pourquoi pas? Ça peut pas faire de mal. Apprenons aux gens un peu à se respecter en tant qu'être humain avant de nous cataloguer, nous mettre des étiquettes. Toi, t'es ci, toi, t'es ça. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dis ça? Quelle est ta culture? Tout ça, en fait, t'appartient. C'est ton identité. Mais tu n'es pas là pour te réduire à ça et dire « je suis une identité ». Non, tu es toi. Tu es toi et tu dois t'émanciper en tant que tel, en tant qu'individu et devenir qui tu es. Alors en fait, c'est pas vraiment une question, c'est que je me disais que vu ce que j'écoute en ce moment, il y a effectivement tout un débat pour mettre l'éducation sexuelle de nouveau à l'école, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, il y a longtemps que j'ai quitté l'école, mais on en parlait déjà quand j'étais enseignante. Et en fait, je me faisais la réflexion que peut-être par la culture, par les films, par les émissions, il y a quand même beaucoup d'émissions autour du sujet de l'éducation sexuelle et affective des jeunes, des enfants. Et ça m'a fait penser à une série que j'ai vue sur Netflix il y a 2-3 ans peut-être, qui s'appelle Sex Education et qui est vraiment une excellente formation à la sexualité pour les jeunes. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est intéressant de faire connaître cette série, si on peut la voir encore, je ne sais pas. Une très bonne série, que j'ai vue moi aussi. J'ai trouvé que vraiment elle posait bien les problèmes, la problématique, et que même si on n'est pas capable à l'école d'enseigner, de faire une éducation sexuelle et affective, en tout cas sexuelle, c'est peut-être une série à montrer aux jeunes. Je n'y vois aucune difficulté en ce qui me concerne. Oui, ça fait partie de ces matériaux qu'on pourrait effectivement utiliser. Ça permet de faire passer des messages pour des gens qui ne sont pas formés ou qui auraient peur d'être maladroits ou de choquer quelqu'un. Voilà, il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont travaillé, qui ont amené les choses de manière intelligente pour faire réfléchir en distrayant en même temps. Dans un monde où effectivement, les enseignements, ils ont besoin d'être aussi un petit peu enjoués aussi pour faciliter l'acquisition des connaissances. Il faut peut-être mettre les formes. On n'est pas obligé d'être dans l'austérité tout le temps. Donc pourquoi pas? Ouais, moi je vois ça plutôt d'un bon œil. Après, il faut regarder. Il faut vraiment regarder dans le détail si c'est adapté à un public. Mais pour ce qui est de Sex Education, oui, je pense que c'est pas mal. Ouais. J'ai pas vu la 4e saison, mais les 3 premières étaient très bien. C'est sûr, dans les films, dans les séries télé, ça n'arrête pas de se rajouter beaucoup de choses. Donc Sex Education, il y en a plein d'autres sur Netflix ou ailleurs, de séries. Finalement, c'est devenu un peu banal de voir des homosexuels, des hétérosexuels mélangés dans ces séries-là. Eh ben, j'ai envie de dire tant mieux. Si ça représente la vraie vie, c'est-à-dire si on ne réfléchit plus en se disant ça risque de perturber tel ou tel public, voilà. Mais à l'inverse, c'est bien aussi de ne pas construire des récits, des histoires simplement avec le souci marketing derrière de s'adresser à une communauté et flatter des égos ou des identités. Ça, de toute façon, on se rend compte à l'usage que ça marche pas. Netflix avait cette stratégie pendant un moment et ils se sont rendus compte qu'en fait ça se cassait la figure parce que les gens ils sont pas là pour voir un truc, une brochure qui leur vante, qui les flatte dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils ont envie de voir. Ils ont envie d'entendre et de voir des histoires qui résonnent et qui peut-être parfois font appel aussi à des ressorts universalistes, c'est-à-dire des histoires dans lesquelles on arrive à se projeter dans le monde qui nous entoure avec tout le monde, quelque chose d'englobant et pas seulement une niche. On se fait plaisir et puis en fait on se rend compte qu'on est coupé des réalités du reste du monde et puis on fait vite le tour en fait. Ce qui est formidable, c'est de pouvoir s'ouvrir à toute la diversité, au champ des possibles, de toutes les histoires racontées à travers le monde. Et comme ça, on se laisse surprendre. Et c'est tellement bien d'être surpris. Ne restons pas dans notre zone de confort.
mettons-nous un petit peu en danger. Et en fait, on se rend compte que ça va bien se passer. Alors moi, je veux reparler de deux choses. La première, je suis pas assez d'accord. Je trouve que pour le moment, au niveau des séries et par exemple des livres, c'est toujours sur la question de la sexualité ou des trucs romantiques. On l'a jamais eu sur d'autres thèmes. Par exemple, une représentation naturelle sur la science-fiction ou une autre thématique. Plein d'autres d'autres genres de fiction, la fantasy par exemple aussi. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup. Genre par exemple sous les livres que j'ai à la médiathèque, généralement ça a toujours été des couples hétérosexuels. Il n'y a jamais eu de représentation là-dessus. Généralement en plus les livres de science-fiction que je vois à la médiathèque sont de base sur un couple hétéro sur un monde de science-fiction, mais généralement pour avoir trouvé des livres sur de la romance gay ou sur de la représentation LGBT, ça a toujours été sur des livres qui sont focus sur la romance. Ça n'a jamais été mis une représentation naturelle sur tout ce qui était des séries ou d'autres genres, comme je dis, la science-fiction, ou la fantasy et d'autres. Et sinon, pour repasser à votre association, je me suis demandé d'ailleurs, c'est les gens qui sont dans votre association et qui du coup militent dans votre association, c'est quoi leur âge moyen de tout âge ou... Je vais répondre tout de suite à cette question-là. On est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne demande pas une carte de membre, la preuve d'une identité ou d'une orientation. On est ouvert à tous ceux qui sont sensibilisés à la cause et qui estiment que ça fait partie des combats universalistes et que finalement c'est à travers ce mouvement-là qu'on peut aussi exprimer notre désir de faire commun. Et donc faut bien reconnaître qu'on est un peu vieux. La moyenne d'âge, elle doit être autour de 35, 38 ans, quoi. On aimerait des gens encore plus jeunes. On aimerait une moyenne, on aimerait représenter la société dans son ensemble, on aimerait être plus féminisé aussi, parce qu'on est très largement des mecs. Il y a des filles, mais elles ne sont pas assez nombreuses. Et on veut de la diversité, on veut que la société soit représentée au travers de nos militants. Voilà, donc c'est un nouvel appel à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Venez nous rejoindre, on est super sympa. Et puis, on se marre bien aussi. Hein. Alors, pour ce qui est des séries, des fictions, la littérature, en fait... moi, je n'ai jamais été aussi heureux que lorsqu'il y avait des personnages un peu différents, homosexuels par exemple, ou même trans, ou même des créatures bizarres, sans que ça soit le sujet du cœur principal du récit. C'est-à-dire que finalement, ce sont des gens qui sont là, qui sont comme les autres, et qui participent à un récit qui embarque tout le monde. Et finalement, c'est anecdotique, et ça devrait l'être. Finalement, moi, je me bats en tant que militant pour faire oublier qui je suis. D'ailleurs, à aucun moment, je vous ai dit que j'étais homosexuel. Vous l'avez peut-être... vous êtes peut-être posé la question, vous avez peut-être demandé si je l'étais. Enfin, je l'ai dit à mi-mot quand j'ai parlé de mon passage chez Cato. Mais avant ça, et en dehors de ça, en dehors de ce témoignage, c'est pas quelque chose que je porte comme un étendard. Il se trouve que je suis président d'une association LGBT. Parce que par la force des choses, c'est arrivé comme ça, ça fait résonance en moi. Mais je ne souhaite pas que ça soit la première chose qu'on retienne de moi. Parce que je suis une personne, 49 ans, avec un historique, une expérience, un long passif, et donc mon identité est complexe, et plus complexe que ça. Et je ne veux pas être réduit à ça. Et donc, moi, ça fait partie de mes combats, mais je suis très heureux quand finalement, on est dans un univers qui banalise totalement la chose. Chacun est qui il est et participe à un destin plus grand que lui. En parlant de combat, dans les 3-4 prochaines années, c'est quoi les grandes lignes directrices ? Eh bien, c'est un peu un condensé de tout ce que je vous ai dit. On souhaite porter cette voix au cœur du militantisme LGBT pour éviter qu'il régresse, pour éviter qu'il soit confisqué par des éléments plus radicaux qui utiliseraient l'outil militant des mouvements progressistes au profit d'un agenda différent, partisan, d'une idéologie dans laquelle nous, on ne se retrouve pas. Et donc, on ne veut pas que des personnes utilisent le tissu associatif LGBT, mais ça peut être valable pour les féministes, ça peut être valable pour plein d'autres, les utilisent pour avancer leur pion
et dans une bataille culturelle qui finalement transcende toute la société qui existe aujourd'hui. À plusieurs reprises, j'ai utilisé des mots que le camp laïque connaît très bien, que le camp universaliste connaît très bien. Et en fait, c'est toute la société qui est aujourd'hui dans un combat culturel pour redonner toutes ces couleurs à la République et aux valeurs qu'elle porte. Et nous, à notre modeste niveau, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire en abordant pragmatiquement, on va mettre les mains dans le cambouis, les sujets qui concernent les personnes LGBT, et il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour le dire à votre antenne, on a prévu de faire le 25 mai prochain, à Paris Centre, une demi-journée de débat, discussion sur les sujets universalisme et militantisme LGBT. Il y aura 3 séquences. Une première sur les familles homoparentales, qu'on souhaite mettre à l'honneur avec les sujets, puisqu'il y a des associations homoparentales, et donc elles auront l'occasion de dire sur quoi elles travaillent et quels sont justement les projets qu'elles mettent en place et leurs revendications. Il y aura une petite séquence GPA, comme vous le savez, c'est un des sujets que j'aimerais porter parce que je pense qu'il faut mieux mettre le débat sur la table plutôt que le laisser se diffuser de manière totalement anarchique. Il y aura une deuxième séquence ensuite sur l'international, la situation de la France vis-à-vis des personnes LGBT, de leur accueil et de son rôle, voilà. Et puis bon, de la situation des personnes LGBT dans le monde. Et c'est là qu'on se rend compte finalement on n'est pas si mal que ça en France. Et enfin une troisième table ronde qui là traitera plus globalement de l'universalisme et du militantisme LGBT avec justement un focus sur ces dérives, sur ces approches dites intersectionnelles, d'écolo-queer, ce genre de choses qu'on combat et qui pour nous ont plutôt tendance à fracturer et finalement à donner du grain à moudre au camp réactionnaire plutôt qu'à nous aider à nous émanciper et à atteindre l'égalité. Oui, excusez-moi. Donc c'était comment dire, juste pour revenir au thème de la soirée laïcité et LGBT. Donc vous avez rappelé donc l'article 1er de la Constitution sur la laïcité. Après c'est vrai que la laïcité et comme un paravent pour la protection des minorités religieuses, sexuelles et autres, parce que finalement nos lois ne doivent pas être basées sur un courant religieux ou un dogme. Après, il y a aussi le contre-exemple du Royaume-Uni qui n'est pas un État laïque, mais qui a finalement accepté le mariage pour tous, etc. Voire les pays du nord de l'Europe qui ne sont pas forcément des États laïques. Donc finalement, c'est plus par rapport au poids de la religion dans la société que peut-être la laïcité constitutionnelle, parce que la Turquie est un État laïque par définition, voire même très laïque à un moment donné, et pourtant les droits des minorités sexuelles n'ont jamais été très avancés dans ce pays-là. Et sinon, vous aviez évoqué justement le poids des religions abrahamiques, enfin des religions monothéistes, mais vous voyez, même moi je n'utilise pas ce terme-là, j'utilise plutôt le terme abrahamique parce que je suis je suis athée mais de culture hindoue. Vous voyez, donc je n'ai pas la même vision des choses des fois. Et par exemple, juste pour donner un exemple, en Inde, par exemple, souvent ceux qui sont plutôt de droite, enfin de droite hindoue, justement disent, vous voyez, nous on défend les minorités religieuses, les minorités sexuelles justement, pour d'une certaine façon mettre en avant le progressisme, on va dire, des religions non abrahamiques, donc polythéistes, par rapport au conservatisme abrahamique. Donc des fois, il y a peut-être une instrumentalisation, mais en tout cas une défense des minorités sexuelles par des personnes religieuses qui justement utilisent, on va dire, le progressisme réel ou présupposé de leur croyance ou de leur tradition religieuse pour s'opposer à d'autres confessions religieuses, notamment les 3 religions monothéistes qui sont un peu plus conservatrices, on va dire, sur ces questions-là. Voilà, je voulais juste apporter ce petit point, on va dire, supplémentaire, parce que, juste pour donner une idée un peu plus globale de la question, notamment par rapport à certaines régions du monde et autres. Juste avant que tu répondes, juste à préciser qu'il peut y avoir des religions monothéistes abrahamiques et des religions monothéistes qui ne sont pas abrahamiques. Voilà, ça existe aussi. Donc les abrahamiques, les musulmans, les juifs, les chrétiens, ok. Les non abrahamiques, par exemple le pastafarisme, le zoroastrisme et j'en passe.
Oui, merci pour ces précisions. Moi, j'ai été volontairement schématique et voilà, dans le temps qui nous était imparti, on ne pouvait pas non plus rentrer trop dans le détail. Mais il y a une chose que j'ai pas dite, c'est que effectivement, pour nous, en France, la laïcité, c'est quelque chose qui protège les personnes LGBT. Et d'ailleurs, on ne se prive pas de le dire, puisque ça faisait partie des slogans que l'on portait très fièrement lors de la Gay Pride, enfin la marche des fiertés, cette année, enfin l'année dernière. Et évidemment, c'est quelque chose que l'on revendique, et c'est un petit peu notre singularité au sein du militantisme LGBT, parce qu'on se méfie de la laïcité pour toutes les raisons qui ont été évoquées aujourd'hui. Aussi parce qu'elle a été instrumentalisée par l'extrême droite, faut bien le dire, qui est laïque quand il s'agit des musulmans, et puis qui oublie de dénoncer les camps conservateurs catholiques. Donc c'est un peu facile, quoi. Donc ça fait partie de ce militantisme borgne qu'on dénonce, en fait. Les principes valent pour tout le monde en tout instant. Et donc, effectivement, pour nous, la laïcité, c'est une valeur protectrice, et on ne se lassera jamais de le répéter. Moi, en fait, je voulais malheureusement revenir sur quand on parlait de tout ce qui est fiction, parce que j'avais peur, en fait, d'avoir été mal compris. Justement, en fait, moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que j'aimerais bien qu'on laisse sur quelque chose de naturel, qu'on arrête que ce soit sur qu'on mette de la représentation LGBT sur plein d'autres thèmes autres que la romance ou les thèmes sur la sexualité, et surtout aussi que quand on fait une fiction là-dessus, quand il y a un personnage par exemple qui est LGBT, ne pas se concentrer trop dessus, genre naturaliser que c'est normal, quoi, c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de séries il y a eu des séries ou des fictions qui l'ont fait, qui se focus trop là-dessus des fois, en fait. Et moi j'aime bien aussi quand c'est minime au côté naturel, et j'aimerais vraiment qu'on en ait déjà plus de représentation. Je trouve qu'on n'en a pas du tout assez. Je pense que j'ai dit dans la littérature, dans le livre de fiction que je vais à la médiathèque, il n'y en a aucun qui en traite. D'ailleurs, 3/4 du temps, c'est un couple hétérosexuel qui est sur la fiction. Si il a fallu que je trouve justement de la romance gay, il a fallu que je trouve sur la romance, donc quelque chose qui est focus là-dessus, mais c'est surtout de la représentation où on ne met pas un thème là-dessus, juste comme ça, c'est normal, il a une relation ou non, voilà quoi. Mais si je puis me permettre, il y a un paradoxe quand même, c'est-à-dire que le fait que ça paraisse naturel, ça devrait pas nous embêter dans ces conditions-là, que finalement on ne sache pas si les personnes sont homosexuelles ou pas. Parce qu'elles ne le disent, c'est pas marqué sur leur front. Et c'est pas quelque chose qu'on dit forcément. Ça peut se savoir comme ça, par incidence, parce qu'on va parler quand on est un homme, on va parler de son mari. Ou quand on est une fille, on va parler de sa copine. Mais en dehors de ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et donc, on pourrait très bien, mais c'est le cas, c'est ce qui se passait quand j'étais petit, il y a très longtemps. Il y avait des histoires où finalement on projetait sur certains personnages quelque chose qui nous ressemblait, parfois qu'on ne percevait qu'intuitivement à l'époque, parce que parfois on a mis du temps à se dire je suis homosexuel, surtout à une époque où c'était pas évident. Et donc on regardait certains personnages en se disant, en projetant sur eux certaines choses, mais à aucun moment ils étaient présentés comme des personnes homosexuelles, encore plus à l'époque. Et ça peut être le cas encore aujourd'hui. Finalement, c'est très bien. On n'est pas censé savoir qui sont les personnes. C'est très bien s'il y en a. L'essentiel, c'est qu'on évite les stéréotypes. On a le sentiment que les personnages représentent finalement la vraie vie. Et c'est ce qui compte au final. Le mot de la fin sera pour notre Jean Cry pour le petit dessin. Oui. Alors en même temps, c'est le problème de ces sujets-là, c'est qu'on peut dériver assez vite dans les dessins. Donc j'ai dessiné un curé qui tient une croix et qui dit l'homosexualité c'est pas bien. Et puis il se tourne vers les petits enfants, chanteur à croix de bois, et dit quoique. Eh bien voilà, nous arrivons progressivement à la fin de l'émission. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Eh bien, merci Arnaud pour cette magnifique émission. Je pense qu'il mérite des applaudissements. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, tu es le bienvenu bien sûr pour revenir pour nos futures émissions. D'ailleurs, je vous annonce que la prochaine émission aura lieu en mai. Ça sera le premier jeudi de mai, on va parler le cas de la liberté de conscience en Algérie. Et on aura
Omar Deray, qui va venir, qui est formateur de formateurs pour le plan Valeurs de la République et laïcité, qui va nous parler donc de ce sujet. Rendez-vous donc début mai, le 1er jeudi de mai, 17h à 19h, et on se retrouvera à la MJC Simone Signoret. Bonne soirée à tous. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.